Cube Radio. Au printemps 2023, ça fera 42 ans que Roxane Luce a été assassinée. C'est à 15h30, le 4 avril 1981, qu'elle s'est éteinte après avoir été battue de 70 coups de bâton. Son fils, Stéphane, n'a pas pleuré la mort de sa mère, il l'a crié. Mais il n'a jamais abandonné l'idée de faire condamner celui qui est présumé meurtrier depuis toutes ces années. Malgré son entêtement, Stéphane est conscient qu'il ne reste plus rien des indices recueillis sur la scène de crime. Et souvent, quand il a voulu discuter avec les enquêteurs de l'époque, il s'est rivé à une porte fermée. Tout comme nous, et ce, durant toute la préparation de ce balado. En apparence, comme bien d'autres tueurs, le principal suspect est un individu normal qui agit normalement en société. Mais au fil du temps, nous avons découvert un homme qui se transformait lorsqu'il prenait un peu d'alcool. Un homme assez effronté pour provoquer la colère de celui qui l'a gravement agressé dans un bar jusqu'à le plonger dans le coma. Un homme qui aurait fort possiblement commis une tentative de meurtre aux États-Unis. Puis, le temps a passé. Des témoins sont morts, d'autres sont très âgés. À commencer par le principal suspect, Steven, qui n'a pas, lui non plus, été épargné par les années. Après l'avoir cherché pendant l'écriture de cette balado, nous l'avons finalement trouvé. Nous avons décidé d'aller le visiter. Les dernières nouvelles que j'ai eues de Steven, c'était en 2011. Juste avant que la police de Longueuil lui demande de se soumettre à un autre test du polygraphe et puis de répondre à quelques questions au poste de police, chose qu'il a refusée. Je pense à ma mère tous les jours, quand j'y pense comme il faut, c'est pas parce que je travaille, j'ai toujours pensé à ma mère, à tous les jours. Parce que je sais pas, c'est quelque chose de tellement frustrant. C'est sûr que je m'en vais pas voir s'il va bien. Je m'en vais voir s'il y a de quoi dire. Dernier épisode, l'espoir. Dans le dernier épisode, quand Véronique m'appelle, elle m'annonce que le détective privé a trouvé l'adresse de Steven. Elle et Stéphane y sont allés. Là, comment tu te sens? Moi, je me sens bien. Oui? Oui, c'est quelque chose que je veux faire. Ça fait longtemps, puis je suis rendu là. Est-ce que, selon toi, il y a une chance que tu ressortes de là avec des aveux? Non. Mais je le souhaite. Je le souhaite. Tout le monde s'entend qu'avec les conclusions de l'enquête, le seul espoir qui demeure, ce sont des aveux de Steven. C'est ce qu'a dit Laval-Perron à Stéphane et c'est aussi ce que nous a dit l'ancien enquêteur Sébastien Rouleau. C'est même ce qu'a dit Michel Viau, qui a travaillé sur le dossier à Véronique lors d'un entretien téléphonique qu'ils ont eu tous les deux à huis clos. On avait aussi le numéro de téléphone du principal suspect, mais on a préféré se rendre sur les lieux en espérant que la condition physique fragile de Steven le garde chez lui. On savait pas s'il était là, ni s'il était seul. Et pour Stéphane, dans un monde idéal, Steven est seul.
Et dans un monde idéal, Stéphane, il sort de là soulagé. Probablement soulagé, dans le sens que peu importe le résultat, je vais être content d'y avoir été, content de l'avoir revu, content de lui avoir démontré que je pensais encore à Roxane, à ma mère. Tu sais, ça fait quand même, ça va faire 42 ans. Il l'a pas oublié, moi non plus. Ouais. Mais j'ai hâte de voir comment est-ce qu'il va en parler. Parce que Stéphane ne démord pas. Pour lui, si Steven n'était pas coupable, il aurait voulu s'impliquer dans l'enquête. Il aurait voulu aider. Stéphane en a vu des proches de victimes faire des pieds et des mains pour contribuer à des enquêtes. Mais pas Steven. Dès le lendemain du meurtre de Roxane, il était déjà de retour au travail et il a refusé toute collaboration avec les enquêteurs. T'as jamais vraiment voulu aider. Pourquoi? Moi, là, tu sais, puis je vais peut-être même l'amener que je suis devenu président de meurtre et disparition résolue du Québec, puis des cas, j'en ai vu beaucoup. Puis toi, t'as le cas type du gars qui l'a fait, là. Essaye de me convaincre du contraire pour de vrai, là. Puis j'ai l'intention, surtout si je me retrouve seul avec lui, d'y parler de Nancy Wilson. Voir sa réaction, du moins, là. Ouais. Tu sais, puis le mettre au courant que je suis au courant. Parce que, écoute, il va savoir que j'ai fait mes petites recherches. Ouais. Fait que Ouais. ça peut peut-être le mettre dans un drôle d'état. Il peut faire une gaffe à ce niveau-là. Fait que peut-être que ça pourrait donner des résultats, oui. Je devrais être fâché plus que ça après le meurtrier de ma mère. Puis on dirait que le fait qu'il a subi ça puis qu'il est en chaise roulante depuis autant d'années que je l'ai pas, cette frustration-là. J'ai comme un sentiment de... Ben, regarde, tu le mérites. Là, tu sais, je veux dire, je sais pas si je peux dire que... Tu sais, c'est dur de dire qu'il le mérite s'il l'a pas fait. Là, tu sais, je vais regretter mes mots. Mais... Non, c'est un sentiment partagé que j'ai de... Je suis bien content, puis je suis pas si content que ça. C'est particulier. Ce sentiment partagé, on le ressent aussi. Et Stéphane va le ressentir tant et aussi longtemps que la culpabilité de Steven ne sera pas confirmée. Cet après-midi-là, c'est ce qu'il souhaitait. En fait, c'est ce que toute l'équipe souhaitait. OK. Bon, là, on est en face de chez Steven. Un grand immeuble en briques blanches. Là, Stéphane est entré dans le hall d'entrée. On espérait pas le voir sortir tout de suite, puis c'est le cas, là, finalement. C'est pas le cas, justement. Il est entré. Fait que là, on est certain qu'il est dans l'appartement. Puis qu'il y a quelqu'un. Est-ce que là, Steven est là? On le sait pas. Mais pour sûr, on lui a répondu, puis on lui a ouvert la porte. Steven n'était pas seul. La personne qui a répondu à Stéphane, c'est le préposé qui s'occupe de lui. L'appartement, un petit 3 pièces et demie, ne permettait aucune intimité. Stéphane a donc dû faire attention aux mots qu'il employait et prendre des façons détournées de poser ses questions. À ses dires, la voix de Steven était faible, chancelante et presque inaudible. Il a dû s'approcher à presque 2 pieds de lui pour bien l'entendre. Devant lui, Stéphane avait un homme de 71 ans qui en paraissait 85, la main gauche atrophiée par son handicap, assis dans sa chaise roulante. Mais la conversation a tout de même eu lieu. C'était de la merde. Les 2 remises de rançon, c'était de la merde. Mais Cyril est au téléphone. Et il dit, si tu viens à Paris, il y a quelqu'un qui va te contacter, puis je vais t'accorder une entrevue. Il m'a regardé. Paf! C'est Cyril. Mon nom est Stéphane Berthomet et comme vous venez de l'entendre, dans ce balado en 5 épisodes, vous découvrirez les aventures les plus incroyables de la longue carrière de Claude Poirier.
Le balado 10-4, Les secrets de Claude Poirier, est disponible dès aujourd'hui sur l'application Cube ou le site cube.ca ou sur toutes les plateformes de balado. 10-4. Steven n'avait pas vu Stéphane depuis 1997, mais il l'a reconnu quand même. Il a d'abord parlé de son visage. Ce visage-là, il le reconnaissait. Mais Steven trouvait que Stéphane avait bien changé depuis 25 ans. Après les paroles d'usage, les enfants, les petits-enfants de Stéphane, l'âge de Steven, sa femme, etc., Stéphane est entré dans le vif du sujet. Il a demandé à Steven s'il se souvenait des négatifs des photos de sa mère. En 1997, la dernière fois qu'ils s'étaient vus, le vieil homme avait mentionné qu'ils étaient quelque part dans un entrepôt. Ces fameux négatifs, on s'en souvient, sont la raison pour laquelle Stéphane a décidé de s'impliquer dans l'enquête. Il se disait que si Steven les détenait tout juste après le meurtre, ce serait là une preuve incriminante. Malheureusement, Steven ne se souvient plus de ces photos. En fait, à la question de Stéphane, Steven a répondu qu'il avait une caméra et que le matin même, il avait fait des photos de sa femme. C'est à peu près tout. Ensuite, Stéphane a confronté Steven en lui posant 2 questions, qui étaient bien sûr à mots cachés pour pas éveiller les soupçons du préposé aux bénéficiaires. Après toutes ces années, qu'est-ce que tu penses qui soit arrivé? Et quand tu as reçu la visite de la police de Longueuil en 2018, pourquoi tu n'as pas voulu répondre aux questions? Steven, il répond d'abord qu'il ignore qui aurait pu faire une telle chose à Roxane. Puis il enchaîne en disant qu'il ne se souvient pas de cette visite de la police. Comme il l'avait planifié, Stéphane a questionné l'ancien amoureux de sa mère sur Nancy Wilson. Après une longue pause, Steven s'est illuminé et a murmuré un nom qui a résonné longtemps chez Stéphane. Nancy Wing Wilson. C'est Nancy Wing Wilson, donc ça pourrait être Nancy Wing. Parce que, parce que peut-être que Wilson, c'est un nom de mariage. Je sais pas, là, je parle de parler absolument. Nancy Wing puis Wilson, 2 noms de famille dans un nom anglais, c'est quelqu'un qui est marié, qui était peut-être divorcé encore. Je ne sais pas. Mais... OK, mais il la connaît. Il la connaît, mais il a fait que c'est l'air qu'il a fait. Personne n'a voulu nous parler de Nancy Wilson, cette femme qui a été victime de tentatives de meurtre en 1983 au Massachusetts. Mais Daniel Gagnon, à l'époque, en a parlé à Stéphane en lui disant que Steven était recherché pour ce crime. Et puis, quelques années plus tard, il n'y a pas très longtemps, Stéphane a reçu un courriel de la police de Longueuil qui avait envoyé une équipe de policiers américains chez la dame en question pour se rendre compte qu'elle était désormais décédée. Et depuis, pas de nouvelles. Mais que Steven lui-même se souvienne d'elle vient nous confirmer une chose. Il la connaissait. Ce qu'on sait sur la tentative de meurtre de Nancy Wilson, lié au fait que son principal suspect nous confirme une connexion, ne relève certainement pas du hasard. Selon Stéphane, Steven le regardait franchement, droit dans les yeux. Malgré son hésitation face à Nancy Wilson, le vieil homme n'a pas bronché. Et ce, même quand il lui a posé sa dernière question. Qu'est-ce que tu penses qui soit arrivé à ma mère? C'est là, pour la seule fois durant leur rencontre, que Steven a chuchoté.
Même là, Steven n'a pas flanché, même si la question l'a visiblement déstabilisé. Et non seulement il est resté solide, mais Stéphane a l'impression de plus encore. Après la rencontre, lui et Véronique ont laissé passer le week-end avant de se reparler. Et durant ce week-end, Stéphane a beaucoup ressassé sa visite chez Steven. Et c'est là qu'il s'est souvenu à quel point Steven est resté en contrôle. Il a fallu que... c'est sûr que je songeais beaucoup. J'étais songeur. Tu sais, parce que ça m'a... ça s'est quand même bien passé. Moi, je trouve que la rencontre s'est tout de même bien passée. C'est juste que quand tu t'assis, que tu réfléchis à comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé exactement, un peu comme la poignée de main. Tu sais, sur le coup, la poignée de main... c'était juste une poignée de main serrée. Mais rendu ici, c'était comme, qu'est-ce qu'elle voulait dire, cette poignée de main-là? Tu sais, j'avais comme l'impression qu'il, quand il me serrait la main puis que je disais, t'as une bonne grippe, tu sais, il me regardait dans les yeux puis j'avais l'impression qu'il regardait loin en arrière. Tu sais, il me regardait dans les yeux. Puis c'est comme, à la limite, j'ai presque pris ça comme de l'affront. Ah ouais, c'est sa seule façon, peut-être, à lui de dire, tiens, je te le dirai jamais. J'ai gagné. Ouais, genre, là, je sais que si je ferme ma gueule, il n'arrivera jamais rien. Parce que c'est ça la triste réalité. Tu sais, parce que c'est ça. C'est pourquoi il se commettrait après 42 ans à dire quoi que ce soit qui pourrait le mettre dans l'embarras. Tu sais. En fait, tu me demandes comment était mon week-end, j'étais déçu qu'il y avait quelqu'un là. Tu sais, que ça m'a un petit peu déstabilisé sur ma façon de le prendre, parce que là, tu sais, t'arrives chez quelqu'un, puis là, t'es en train de se parler d'un meurtre qu'il a peut-être commis il y a quelques années, plusieurs années, puis là, il le garde, tu sais, je veux dire, je trouvais pas ça responsable pour moi de parler de meurtre en tant que tel. Ouais. Tu sais, le gars, il a quand même tué ma mère, puis parce qu'il y a un gardien payé pour le voir à sa sécurité, en fait, je me voyais bien mal être dur avec. Fait que j'ai été obligé d'être comme assez doux. Tu sais, mes sentiments envers lui étaient quand même OK. On peut comprendre que Stéphane ait passé quelques jours à tout revoir dans sa tête. Au final, il est sorti de l'appartement du suspect avec le sentiment d'être conforté dans ce qu'il savait déjà. On ne saura jamais ce qui s'est passé dans la tête de Steven lorsqu'il a vu entrer Stéphane chez lui après 25 ans de silence. Mais il n'est pas fou, cet homme-là. Il sait très bien qu'après 25 ans, Stéphane n'était pas là pour une visite de courtoisie. Je pense que je vais y retourner le voir. Tu sais, j'y ai dit que j'irais le voir de nouveau, puis je vais le faire parce que je veux voir si son attitude va avoir changé. Tu sais, parce que j'ai comme l'impression qu'il me suit. Je vais t'expliquer le pourquoi. Parce que je suis venu pour y expliquer que j'étais devenu président de Meurtres et disparitions résolues du Québec. Puis là, je dis I'm president of an organization. Puis là, je m'en allais dire a non-profit organization helping, blablabla. Puis là, il m'a dit, you became an investigator. T'es devenu un enquêteur. Ouais. Je dis, ben oui. Ben là, il n'y avait aucun indice que je m'en allais dire vers ça. Puis là, lui, il m'a dit ça. Fait que
il me suit. C'est sûr qu'il me suit. Il check ce que je fais. Puis, quand j'ai demandé s'il était sur Internet, puis qu'il m'a dit que son gardien m'a fait signe oui, en voulant dire qu'il l'est souvent, lui, il m'a répondu non, parce que j'ai de la misère avec mes yeux, puis ça va pas bien, je suis handicapé, puis ça. Tu sais, j'ai OK, j'ai un oui puis un non en même temps. Ça veut dire qu'il va sur Internet. Mais Stéphane a réussi à prendre une photo de Steven qu'il a publiée sur les réseaux sociaux quelques jours après sa visite. Tu sais, il n'est pas vif d'esprit dans le sens qu'il parle pas vite, tout ça, mais je pense que ça roule vite en dedans. On espérait obtenir des aveux. Comme on arrivait sur le dossier avec un regard extérieur, une fraîcheur en quelque sorte, on était peut-être plus enthousiaste que Stéphane qui, lui, il espérait plus vraiment ces aveux-là. Je pense que le dossier va toujours être un dossier important, je dirais, à la police de Longueuil. Étant donné la personne qui s'y rattache, moi, là. C'est sûr que je lâcherai jamais le morceau, puis ils le savent, là. Moi, ça va faire 70 ans que ma mère a été tuée, je vais être encore au poste de police, ça va c'est du nouveau, là. Fait que, puis je veux dire, c'est normal. Il y a de l'espoir. Si je disais à mes familles qu'il y a de l'espoir pour eux autres, il y en a autant pour moi. C'est sûr que ça se nuit avec le temps. J'en ai beaucoup moins parce que, puis il y a sa conviction, ça le cachera pas, là, ça fait un aveu, puis je veux dire, puis là, je l'ai vu dans ses yeux qu'il parlera jamais, fait que, l'espoir a dit. Fait que c'est ça. C'est quoi ta plus grande déception dans les derniers mois? Ou en général? Ma plus grande déception, si, mettons qu'on va parler du podcast, là, c'est la non-participation des anciens enquêteurs puis la non-participation de la police aux choses. Le fait d'avoir fait le podcast, c'est pas comme les émissions que j'ai faites dans le passé qui durent une entrevue d'une heure ou deux. Mm-hmm. Là, c'est comme une entrevue de 8 semaines, en fait. Puis ça m'a obligé à feuilleter le dossier, ça m'a fouiller dans ma mémoire, à rencontrer le suspect. Il y a du monde qui a réagi autour, positivement, négativement. Puis, en tout cas, ensuite, après ça, je pense que ça pourrait retomber, puis je devrais continuer à m'occuper de mes familles. Puis, s'il n'y a pas de nouveau qui arrive dans le dossier de Roxane Plus, il va être considéré au même titre que les autres. Ma mère m'avait dit que qu'on choisissait nos parents, qu'on choisissait notre mission de vie. Fait qu'à quelque part, quand c'est arrivé, je me suis mis en mode, c'est peut-être ça que j'ai voulu. Fait que ça m'a peut-être aidé qu'elle me dise ça. Ma mère reste au sang les 16. C'est ça, c'est sur les 16 ans. Elle est dans 45. 45, elle reste au sang les 18. Elle ferait encore de la photo. Oui. Ah oui, c'est sûr. Je pense que ça passe au numérique comme tout le monde, là. Mais tu sais, pour le portrait, pour le cadrage, tout ça, oui, elle en ferait toujours. Tu as toujours dit que ta mère était féministe et pourtant elle a été victime d'un féminicide. Oui, c'est une fichée ironie, puis c'est probablement, tu sais, à la limite, parce que, tu sais, ma mère s'exprimait là, comme féministe quand même devant les hommes de sa vie, devant moi, puis pas probablement devant Steven. Puis sûrement que ça devait être quelque chose que lui aimait pas, ce qu'il a jamais dit. T'sais. Ce qui serait pas pire, par exemple, j'aimerais ça glisser de faire son testament, puis mettre un petit mot de fin là, dans son testament. Tu sais,
Ça pourrait être une option, là, genre, regarde, c'est correct que tu parles pas de ton vivant, mais... Qui sait? Peut-être que Stéphane pourrait être assez convaincant pour que ces fameux aveux puissent se retrouver dans un testament. C'est peut-être le dernier épisode de Post-Mortem, le cas de Roxane Luce, mais cette histoire-là n'est pas terminée. En mettant au monde Stéphane Luce, Roxane ne le savait pas, mais elle s'assurait qu'on l'oublie jamais. Un immense merci à Stéphane pour sa collaboration. Sans lui, ce balado n'existerait pas de la même manière. On a eu accès à son histoire personnelle, à ses souvenirs, au récit d'un combat infatigable. Merci aussi à tous ceux qui ont participé à ce balado. Sébastien Rouleau, Michel Viau, Louise Portal, Gaston Bourdage, Annie Richard, Michel Corneau, Bastien Gagnon-La France et toute son équipe. Merci à Étienne Roy pour son apport inestimable et ses commentaires toujours pertinents. Et un merci tout particulier à Guy Bonnier. Enfin, merci à Véronique Marcotte à la scénarisation, recherche et interview. Merci au Studio SF, soit Pascal Hugo Caron-Quentin à la réalisation et Dominique Plante à l'environnement sonore et au montage. Je m'appelle Victoria Charlton et j'ai animé ce balado. Si vous détenez des informations sur le meurtre de Roxane Luce, n'hésitez pas à contacter Meurtres et disparitions irrésolues du Québec ou le service de police de Longueuil.